Salut à tous. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo de flop de l'année 2020, je le répète ici au cas où. D'habitude, dans mes vidéos flop et top, je fais toujours une vidéo, je fais toujours une partie mention honorable et mention déshonorable. Sauf que, comme je l'ai expliqué dans le flop, cette année, je n'ai vu que moins d'une 60aine de films, à cause de la crise du Covid, à cause des fermetures de salles de cinéma, à cause des sorties sur les plateformes de VOD. Et du coup, je ne vais pas faire de mention honorable et de mention déshonorable cette année, parce que si j'en fais, parce qu'avec le flop 15 et le top 15, je fais la moitié des films que j'ai vus, et du coup, je préfère passer directement au top et flop. Et dans cette vidéo, on va passer directement au top. Rainbow Dash! I can't hear you! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Numéro 15. T'interdis rien, fais tout ce qui permet de te sentir vivant. Faut rire, déconner, mentir. L'esprit de famille. Un film plutôt touchant, avec une très bonne dynamique entre les personnages. Ça casse pas trois pattes à un canard, hein. L'intrigue est assez basique, si ce n'est cette histoire d'esprit du père. Mais j'ai bien aimé. C'est un bon film pour se sentir bien, un film léger qui fait bien passer le temps et qui est très sympathique. Numéro 14. Non mais regardez ça. Eh ben, ça a pas explosé? Greenland. Je m'attendais à un film totalement con, le genre nanar à la Gerard Butler, parce que Gerard Butler c'est un acteur pour qui j'ai une affection, mais la plupart de ses films c'est toujours des nanars. Pour le coup, non, sincèrement, Greenland, c'était plutôt sympa. C'est du film d'action un peu bourrin, c'est du film un peu à la catastrophe, mais pour un film catastrophe pas spécialement intelligent, je le trouvais plutôt bien fait. Numéro 13. Je vais reprendre l'enquête sur Laura. Faut me redire ça. Et on a déjà une piste, l'adresse de sa nourrice. 30 jours max. Alors, on va pas se mentir, il y a certains gags qui sont plutôt stupides, il y a certains gags que je n'adhère pas du tout, et ça m'emmerde qu'ils aient fait des gags un peu dégueulasses, un peu pipi caca, un peu vulgaires sur les bords, surtout qu'il y avait des gosses dans la salle. Ça m'énervera toujours les parents qui préfèrent emmener leurs gosses voir des films de comédie plutôt que de voir des dessins animés. Bref. Mais la plupart des gags fonctionnent, on va pas se mentir. La plupart des gags de 30 jours max sont plutôt très bons, c'est de l'humour cartoonesque à la bande à Philippe Lachaud, dont j'avais adoré Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Du coup, 30 jours max, c'est pas la comédie de l'année, mais ça reste très sympathique. Numéro 12. De Gaulle. Alors, je m'attendais à le placer plus haut, celui-là, parce que j'en attendais beaucoup de ce film. J'ai un documentaire sur le général de Gaulle avec Lambert Wilson, qui, même s'il a eu une réaction à la con pour les Césars 2020, reste un acteur génial que j'adore. En ce qui concerne de Gaulle, la fin gâche un peu. Pour moi, le film ne s'arrête pas au bon moment. Et c'est la fin qui gâche tout. Ça s'arrête avant son discours de l'appel. Et alors, autant je comprends qu'on n'allait pas faire un discours sur toute sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale, mais au moins mettez le discours, mettez son appel de 42, quoi. Concluez sur ça. C'est un événement on peut pas louper, quoi. Et je trouve ça complètement con de l'avoir coupé juste à ce moment-là. Ça m'a beaucoup frustré. C'est un film qui m'a beaucoup frustré, mais qui reste quand même d'assez bonne qualité. Numéro 11.
En tant qu'exécuteur testamentaire d'Adrian, je suis tenu de vous lire une déclaration rédigée de sa main. Cecilia, Invisible Man. Alors, on va pas se mentir, je m'attendais à un discours assez con en termes de féminisme venant de ce film. Au final, c'était pas mal. Je trouvais quand même que c'était plutôt modéré. Et surtout, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques effets de mise en scène très intéressants, quelques méthodes pour annoncer une menace que j'ai trouvé plutôt bien fichu, comme le fait qu'un couteau disparaisse en plein milieu d'une scène banale. Pour moi, c'est une manière d'annoncer la menace, mais sans en faire des caisses, ce qui rend le truc plutôt intéressant, plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, du coup, Invisible Man, numéro 11. Numéro 10. Il doit s'en aller maintenant. The Vigil. Une très bonne surprise. Alors, une chose qui a été un peu bénéfique, c'est que pendant que les cinémas étaient ouverts, les blockbusters n'étaient pas trop là, ce qui a permis à quelques petits films de bien se voir, notamment The Vigil, qui est un film d'horreur basé sur la religion juive, et que j'ai trouvé être une bonne surprise. En fait, c'est un film d'horreur qui a un effet de mise en scène que je trouve plutôt intéressant. C'est un film d'horreur qui va jouer sur la longueur des plans. C'est-à-dire qu'ils vont vous montrer quelque chose, ils vont vous montrer clairement la menace, ils vont vous montrer vraiment la créature, le démon, mais ils vont pas faire un jumpscare pour autant. C'est-à-dire que le jumpscare, il va pas être là en mode waouh tout de suite après l'avoir montré. Non, on voit le machin, on voit le plan et ça reste. Et ça reste, et ça reste, et ça reste, et ça reste, à tel point que tu te dis, mais en fait, il va rien faire. C'est un film dont la longueur des plans est fait pour te faire baisser ta garde. J'ai le chat qui fait le con. C'est un plan qui est fait pour baisser ta garde, et je trouve que ça marche, en fait. Je trouve que c'est bien fait dans ce que ça veut faire. Et franchement, très bonne surprise, The Vigil, très bonne surprise. Alors, il y a plein de trucs qui ne vont pas, il y a plein de trucs qui sont assez cons, notamment la résolution finale. Mais pour le reste, non, c'est plutôt bien fait, j'ai trouvé. Numéro 9. Vous avez 30 minutes. Arrêtez de chercher à leur plaire. On m'a élevé dans le respect de l'autorité. L'autorité va vous bouffer tout cru. Il y a une bombe dans Centennial Park. Vous avez... Le cas Richard Jewell. Pour moi, le cas Richard Jewell, c'est vraiment un film qui dénonce la problématique de l'oppression. De l'oppression par quelque chose de vraiment dominant, par les classes dominantes, par la presse. À partir du moment où tu es juste un petit citoyen blanc, où on se dit que tout le monde va se foutre de toi, le petit citoyen homme blanc qui va se faire démonter la gueule parce qu'il a voulu être un héros, parce qu'il a osé vouloir être un héros, alors que c'est juste un petit gros qui n'a rien d'un héros quand on le voit. Et j'ai trouvé le cas Richard Jewell très intéressant. Surtout qu'en plus, ça parle d'un mec qui se fait démonter par le système, mais un système qu'il soutient. C'est un système auquel il croit. Il adore la police, il est plutôt proche du FBI, et on se sert de ça, on se sert de lui, on se sert de ce mec. Et j'ai trouvé ce film mais tellement original par rapport aux films qui vont traiter, je parlais d'Antebellum, pour moi, voilà, le cas Richard Jewell, c'est un anti-Antebellum, dans le sens où un mec, il a voulu être un héros, mais on peut pas l'accepter comme héros. On peut pas l'accepter comme victime d'oppression parce que c'est un homme blanc, on peut pas l'accepter comme héros parce qu'il a pas la carrière d'un héros, et qu'en plus il a des trucs moraux où on se dit mais c'est un conservateur, mais c'est un connard en fait, mais il a voté Trump, tout ça, et pourtant tu dis mais en fait c'est juste un gars comme les autres, c'est un gars comme les autres, naïf, qui n'est pas spécialement intelligent, et qui ne mérite absolument pas de se faire massacrer comme il se fait là. Et t'as de l'empathie pour ce mec, et pour moi Clint Eastwood est très fort là-dedans.
il me semble que le cas Richard Jewell, c'est Clint Eastwood. C'est ça. Et en fait, c'est là où je trouve Clint Eastwood est un excellent réalisateur pour créer des personnages pour qui tu ressens de l'empathie, même si tu ne devrais pas en ressentir. Alors bon, il y a ces chefs-d'œuvre comme Million Dollar Baby ou Gran Torino. Gran Torino, c'est un excellent exemple pour parler d'un gars raciste, mais pour qui pourtant t'as de l'empathie. Clint Eastwood est juste génial pour créer des personnages, pour créer des situations où même si ce sont des connards, même si ce sont des personnes médiocres, t'as quand même envie de les soutenir parce que ce qu'ils subissent, personne ne devrait le subir, et Clint Eastwood est génial pour ça. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé le cas Richard Jewell et je vous le recommande. Numéro 8. Et vous descendez à 11 000 mètres jusqu'au plancher océanique. Rendez-vous dans un mois. C'est parti. Underwater. Alors, ce film m'a scotché dans la maîtrise de son sujet. Je pense, j'ai rarement vu un film qui exploite si bien les abysses. Et qui se sert aussi bien de son décor, très bien de son décor abyssal pour montrer des scènes, pour jouer sur la noirceur, pour jouer sur l'oppression, pour jouer sur le fait qu'on est dans un environnement qui nous est, qui est tout simplement hostile à nous, qui avec peut-être un aspect un peu Lovecraftien, un peu Godzilla. Alors, je me suis un peu renseigné, apparemment le film n'est rattaché à aucun film de gros monstres. Alors, c'est un choix du réalisateur que je trouve tout à fait honorable, mais honnêtement, ce film aurait tellement sa place là-dedans. La scène finale, elle est juste géniale à ce niveau-là. C'est la créativité du monstre, quoi, une espèce de monstre qui est porteur d'autres monstres. Non, Underwater, c'est une véritable réussite à ce niveau-là. L'alchimie entre les personnages est très bonne. J'ai beaucoup aimé l'alchimie entre Kristen Stewart, c'est ça. J'ai beaucoup aimé l'alchimie entre les personnages, notamment entre Kristen Stewart et Vincent Cassel. Après, c'est Vincent Cassel. Qu'est-ce qu'on attend d'un gars comme lui? Aussi, ce film est assez surprenant pour ce qui est des morts, parce que il y a beaucoup de personnages, tu te dis, mais lui, c'est un personnage qui va un peu durer, c'est un personnage très attachant, qui va peut-être survivre, et boum, on te le tue. Et boum, on te le massacre. Et le film arrive à être excellemment surprenant à ce niveau-là, à avoir de l'empathie pour ces personnages. T'es empathique envers ces personnages, et non, pour moi, c'est preuve que ce film est une véritable réussite, et je vous recommande Underwater. Numéro 7. On est dans quel état ici? En principe, on sait où on est. Les principes, c'est pas mon truc. Vous êtes dans le bel état de l'Arkansas, ma belle. Vous avez une autre question? The Hunt. Je ne suis pas fan des films d'horreur. Je ne suis pas fan des films gore. Mais j'ai adoré The Hunt. Ce film m'a fait mourir de rire. Il m'a fait mourir de rire, notamment avec son personnage principal. Son personnage principal, c'est juste génial. Le personnage qui n'est pas quelqu'un de moralement bon, qui n'est pas quelqu'un de moralement mauvais. C'est juste quelqu'un qui se défend et qui prend son pied à se défendre, qui prend son pied à massacrer les gens qui veulent la tuer. Et c'est juste génial de l'avoir évolué, de l'avoir se défendre. En plus, je m'attendais à ce que ce film... ce soit genre, parce que ce film c'est dit, ouais, le film que le gouvernement veut pas voir, je me suis dit, allez, un film anti-Trump. Alors, il est anti-Trump, mais il s'en prend aussi au SJW, à la classe bourgeoise. Ça aussi, le retournement sur, il y a des scènes, la scène de comment choisir les victimes, on va pas choisir lui, il est noir, on va pas se montrer oppressif vers noir. Là-dedans. Il est pas premier parce que je suis pas fan du gore et ça me rebute toujours un peu. Mais The Hunt, ça a été un pied. Je vous cache pas, je mentirais si je vous disais que je n'ai pas pris mon pied devant ce film. Numéro 6. Rome et devenir le meilleur peintre du monde. Ce n'est pas ce que tu veux toi aussi, Joe, devenir un célèbre écrivain? Si, mais ça fait tellement vulgaire quand elle le dit. Mes filles ont tendance à faire des... Les filles du docteur Marsh. Et ben ça, vous voyez, par exemple,
c'est un film pour moi qui est un exemple extrêmement bien de film féministe. Alors, il y en a beaucoup qui ont gueulé sur ce film parce que c'est un film féministe tout ça, mais moi je trouve que ce film a un message très intelligent. Et quel est ce message? C'est que la décision d'une femme n'est pas mauvaise. Il n'y a pas de décision de vie à dénigrer. Parce que beaucoup de films prétendument féministes vont blâmer certaines typologies de femmes, genre la femme qui veut être mère. On en a un peu parlé dans Terminator, pour le cas de Terminator Dark Fate. Et en fait, ce film est simple. Il dit chaque femme a le droit de choisir la vie qui lui convient. Et pour cela, chacune des filles du Dr Marsh a un style de vie qui n'est jamais dénigré, qui a ses difficultés, qui a ses moments un peu difficiles. Même l'héroïne, qui est pourtant la typical girl power, enfin la typique la fille qu'on veut que certaines pourraient ériger de force en figure du féminisme, même celle-là connaît ses travers, elle a ses défauts, ce genre de choses, et il y en a aucun style de vie qui est vraiment malmené. C'est un film qui en plus ne se sont pas obligés de massacrer les hommes, parce que la plupart des hommes sont montrés comme n'étant pas nocifs, mais tout en gardant ce côté société patriarcale, notamment avec la fin qui est une romance très forcée, on va pas se mentir, mais qui justement c'est une romance forcée qui cherche à dénoncer un peu le fait que une femme, soit elle est mariée, soit elle est décédée, ce qui était une véritable obligation à l'époque et qui est très intelligemment introduit dans ce film. J'ai beaucoup aimé les filles du Dr Marsh. Alors, il y a Emma Watson, quoi. Voilà. Déjà, le film était obligé dans mon top pour Emma Watson. Non, sans déconner. J'ai beaucoup aimé le message du film. C'est un message qui, pour moi, est extrêmement bienveillant, qui est plutôt intelligent, qui est plutôt posé, qui est plutôt subtil, en fait. Et pour moi, c'est typiquement le genre de film qu'on devrait acclamer pour son message, pour ses différents messages, parce qu'en plus, il a plusieurs messages très, très bons. Et je vous le conseille. Franchement, les filles du Dr Marsh, c'est un film que je vous recommande vivement. C'est un excellent exemple de film progressiste. Numéro 5. En route, cher frère. Notre destinée nous attend. Ça va, j'arrive. Ah, je vois que tu as pris quelques... En avant. Ce film m'a vraiment parlé. Alors, j'en ai fait un petit peu la critique sur ma série de vidéos sur Pixar, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais l'univers mis en place qui mélange un peu notre univers actuel avec un univers de fantasy, pour moi, il marche très bien. Mais surtout, le truc qui m'a vraiment pris, c'est l'histoire fraternelle. C'est vraiment ce côté, la relation entre les deux frères qui est juste touchante au plus haut point, surtout que, je vais pas vous mentir, mais là, c'est peut-être que moi que ça touche. Les histoires entre deux frères, c'est des histoires qui me parlent, qui me tiennent à cœur. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé en avant, et c'est un film qui m'a beaucoup parlé, pour moi, c'est un excellent Pixar. Et voilà, et ça joue avec les codes de la fantasy, ça joue avec les codes du game. La bande sonore, la bande musicale contient du métal. Rien que ça. Citez-moi un film fait pour les enfants, je précise, parce que certains petits madames vont me citer Heavy Metal. Mais parlez-moi d'un film d'animation pour enfants qui contient du métal. Et les Trolls 2, ça compte pas. Non, sérieusement, je vous conseille en avant, et c'est un excellent film Pixar qui m'a beaucoup touché. Numéro 4. C'est la mentalité du flic de base irlandais. Le monde est un véritable enfer, ses habitants sont des crétins paresseux, les minorités sont dangereuses, le sexe c'est mal mais intéressant. Et demande-toi... Scandale. Un autre film progressiste que j'ai trouvé plutôt intelligent et plutôt excellent dans son exécution, qui parle d'une affaire d'agression sexuelle
l'ancien patron de Fox News a exercé sur ses employés femmes, les chantages sexuels, ce genre de choses. Et en fait, je m'attendais à ce que ce film soit bourrin, hein, mais il est très incisif, il est extrêmement tranchant dans ce qu'il raconte. Pour autant, il reste très intelligent dans ses propos. Il reste, comment vous l'expliquer, Scandale? Bon, déjà, l'essence de son film est un film féministe, c'est un film extrêmement féministe, mais je trouve que même en ayant une position tranchée sur le féminisme, même en ayant une position très tranchée, il garde une certaine intelligence, il garde une certaine, on va dire, c'est pas le genre de film qui va dire tous les hommes sont des connards, par exemple. Je sais que, alors certains vont me dire, ah bah toi tout ce qu'il te faut c'est des films gentils avec les hommes. Non, c'est juste que un film qui te dit que toute une population c'est des connards, en général c'est pas un bon film, c'est pas un film intelligent. Mais je trouve même un peu trop complaisant avec les hommes ce film, peut-être. Mais j'ai trouvé que la manière que chacune de ces femmes a eu de parler des problèmes des femmes sur les lieux de travail, sur les problèmes d'agression sexuelle, sur les problèmes de femmes que l'on accuse. Oh là là, t'as cherché. C'est un film profondément anti-Trump à ce niveau-là, très intelligent. Non, très sincèrement, j'ai trouvé que Scandale avait excellemment bien traité son sujet, et que ça restait bien fait. J'ai pas grand chose à dire, en fait. J'ai pas grand chose, est-ce que j'aurais des reproches à ce film? Pas tellement, en fait. J'ai trouvé Scandale excellent, et je vous le recommande. Numéro 3. Je vais mener mon enquête. Il s'appelle Féchier, avec PH au lieu d'AF, mais ça se prononce Féchier. Pitié! Allez, Féchier, ne fais pas chier. Pitié! Couchez. The Gentleman, un film de gangster que j'ai trouvé atypique dans sa façon de faire, parce que ça parle d'un gangster psychopathe qui veut se ranger. Je sais pas s'il y a eu des films... généralement, des films de gangsters, c'est des films auxquels on parle d'un gars qui commence tout petit et qui devient un giga gangster. Je me souviens pas de beaucoup de films. Il doit certainement y en avoir, hein. Je dois certainement me tromper, mais je dois pas avoir la culture cinéphile pour les connaître. Mais le coup du gars qui est un sadique, qui est un psychopathe, mais qui veut se ranger, j'ai trouvé l'histoire plutôt prenante à suivre, plutôt prenante à regarder. Surtout qu'en plus, je sais pas, j'ai trouvé les personnages extrêmement attachants dans leur rôle. Le personnage de Hugh Grant, j'ai trouvé que le duo Hugh Grant Charlie Hunnam est juste génial à regarder. Il y a une scène où on voit deux gars transporter un cadavre. Il y a Hugh Grant qui voit ça. Il y a un problème? Genre pas de problème, je ne voulais pas. Le personnage de Hugh Grant est juste génial à regarder. La narration aussi, j'ai trouvé la narration plutôt bien faite. Genre ça, écoute, j'ai un scénario de film, c'est juste génial. Ça fait un peu mise en abîme que j'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé aussi la dynamique entre le personnage principal et sa femme. C'est vraiment typiquement, je sais pas, je trouve que c'est bien ce genre de personnage, le personnage qui avec n'importe qui serait sadique au possible, mais qui avec sa femme est juste un bisounours, quoi. C'est genre le personnage c'est le mec, il est là que pour botter des culs et embrasser sa femme. Malheureusement, il voit pas sa femme. J'aime bien ce genre de personnage qui a ses préférences que j'aime bien aimer. J'aime beaucoup The Gentleman. J'ai beaucoup aimé la dynamique des personnages. J'ai beaucoup aimé leur côté à la fois qui mélange le sadisme et l'attachement. C'est des personnages, c'est des salopards, mais des salopards qu'on adore. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé The Gentleman. Voilà. Numéro 2. La guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'ils ont pas le même territoire? Bah si, ils ont le même pays, ils ont la même langue et vont à la même église. Mais c'est pas pourquoi alors? Et bah à cause de leur nez. Arrête. Petit pays.
Et ça va être le gros film français de cette année. Petit pays, j'ai longtemps hésité à le mettre numéro 1 parce que bordel de merde, qu'est-ce qu'il est prenant ce film, qu'est-ce qu'il est... C'est un film qui te prend aux tripes, réalisé par, je me souviens plus du nom, le gars qui a fait La Promesse de l'Aube. Donc c'est un film réalisé par Éric Barbier, le mec qui a réalisé La Promesse de l'Aube, qui m'avait fait pleurer. Et ce film Petit Pays, mais il m'avait fait pleurer avec La Promesse de l'Aube, avec Petit Pays, m'a juste scotché sur les violences, sur le racisme ambiant. Encore une fois, un message très profond, très intelligent sur le racisme, sur un pays qu'on ne connaît pas, le Burundi, il me semble, je crois. J'ai bien entendu, c'est bien le Burundi, c'est ça, putain, Burundi, en fait, un Burundi qui est effectivement un petit pays qui a connu la colonisation et qui a connu la grosse crise locale où il y a eu le massacre entre les Tutsis et les Hutus et qu'on n'a pas parlé au Burundi parce que tout le monde était focalisé sur le Rwanda. Et j'ai trouvé ce film, mais ouf, avec une énorme tension, avec des personnages, avec des messages très intelligents, comme je disais, sur le racisme. Et c'était... Oh. Et en fait, et le film n'est pas manichéen, c'est-à-dire qu'il te montre les deux camps comme étant comme étant extrêmement violents l'un envers l'autre, que ce soit le clan des Tutsis et les Hutus. Pareil, parce que le film parle effectivement du racisme entre les blancs et les noirs, mais c'est un racisme qui est très au second plan par rapport à son sujet. Oh putain, alors le côté, la relation de toute la famille, c'est ça aussi, parce que le sujet central du film, c'est la famille, parce que le père Jean-Paul Rouve et la mère, comment elle s'appelle la mère? La mère est géniale, c'est Isabelle Cabano. Le couple Jean-Paul Rouve, Isabelle Cabano, ils fonctionnent super bien ensemble. Il y a une alchimie très bonne et j'ai trouvé, il y a plein de choses qui sont super bien faites dans Petit Pays. C'est un film qui te prend au trip, qui te met la tête sous l'eau pendant tout le long et waouh quoi, ça m'a et ça m'a donné envie. En fait, ce film m'a donné envie de découvrir la filmographie de Éric Barbier. Il faudra qu'un jour je me prenne le temps de regarder la filmographie. J'ai envie de faire une vidéo sur Éric Barbier parce que ça fait 2 films d'affilée qui me cueillent, ça fait 2 films d'affilée qui me scotchent. Et c'est vraiment le... Et voilà quoi, qu'est-ce que je peux dire d'autre, je vous conseille d'aller voir. Et moi, c'est un truc qui m'a saoulé avec le film Petit Pays. Pas le film en lui-même, le film en lui-même est excellent, mais un truc qui m'a saoulé, c'est que le film est sorti la même semaine que Tenet, et Tenet l'a bouffé au niveau public. Et pour moi, Petit Pays méritait largement beaucoup plus de succès que Tenet. Et ah la vache, je sais pas quoi dire d'autre, mais allez voir Petit Pays, s'il vous plaît. Procurez-vous, il faut que ce film ait du succès parce que franchement il mérite, parce que c'est un excellent film. Et le numéro 1 du top 15 de l'année 2020 est... « 1917 ». Alors, je sais que c'est pas un vrai long métrage. Enfin, que c'est pas un vrai plan séquence. Je sais que ce film est découpé, que même quand c'est clairement découpé, même quand c'est pas clairement découpé, ça donne un aspect un petit peu plan séquence, mais qui n'est pas vrai. Je le sais. Mais avouez que c'est extrêmement bien fait et que même pour du faux plan séquence, ça reste de l'excellent faux plan séquence qui donne réellement l'impression d'être un plan séquence. Avouez-le. Et surtout, mais il y a tellement de soins apportés sur les décors, sur la lumière, la scène de la ville en flammes.
mais elle est juste géniale. Mais tous ces décors, tous ces espaces qu'il a fallu gérer, tous ces figurants à gérer pendant la scène de combat à la fin. Wow. Mais en fait, ce film, pour moi, il te met vraiment dans l'ambiance dans la Première Guerre mondiale, il te met vraiment dans l'ambiance des poilus. En plus, c'est un sujet qui est pas souvent traité, 1917. C'est un sujet sur la Première Guerre mondiale, alors qu'on a plutôt tendance à se focaliser sur la Seconde. Mais, waouh! En fait, j'y repense et c'est un film qui... Est-ce que je peux seulement trouver un défaut à ce film? La fluidité, tu suis toute l'action, ça reste continu, ça te met dans un état de pression énorme, c'est... l'enchaînement des actions, les décors, la manière le cadrage, la mise en scène, les lumières, les sons, mais tout est excellent dans 1917. Est-ce que j'ai seulement quelque chose à lui reprocher? Je sais pas. Peut-être, sans doute, mais pour moi, 1917, ça a été la claque de l'année 2020. C'était vraiment le film. Je suis très content de l'avoir vu au cinéma, très content qu'il soit sorti avant la crise du Covid. Et évidemment, je vous le recommande. Regardez 1917. Très clairement. Voilà, c'était le top 15 de l'année 2020. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!